Madame la députée de Joliette, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je suis heureuse à mon tour, au nom de l'opposition officielle, de prendre la parole à l'étape de l'adoption de principe du projet de loi 143, loi visant à améliorer la qualité éducative et à favoriser le développement harmonieux des services de garde éducatifs à l'enfance. Alors, vous me permettrez, Monsieur le Président, de lire les premiers paragraphes des notes explicatives qui, je trouve, résument bien l'esprit et les objectifs principaux de ce projet de loi. Ce projet de loi propose de modifier la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance afin d'y introduire de nouvelles dispositions portant principalement sur la qualité de la prestation de services de garde éducatifs ainsi que sur la sécurité et le développement de ces services. Ainsi, le projet de loi ajoute aux objets de la loi actuelle celui de promouvoir la réussite éducative. De même, il ajoute au programme éducatif appliqué par les prestataires de services de garde l'obligation de favoriser la réussite éducative, notamment afin de faciliter la transition de l'enfant vers l'école. De plus, il met en place un processus d'évaluation et d'amélioration de la qualité des services de garde. Aussi, le projet de loi précise formellement l'obligation du prestataire de services de garde d'assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants à qui il fournit ces services. Alors, je pense qu'on a là, je ne lirai pas toutes les notes explicatives, le ministre l'a déjà fait en cette Chambre, mais je pense qu'on a là le cœur du projet de loi et je vous dirais les principaux objectifs qui font que nous nous réjouissons de ces changements que le ministre, que le gouvernement souhaite apporter à la loi. Et je pense que ça va être très, très important quand on va analyser le projet de loi en études détaillées, article par article, de toujours se référer à ces objectifs-là. Ces objectifs de qualité des services de garde, de sécurité de nos tout-petits, bien sûr, dans nos services de garde, mais aussi de réussite éducative, parce que le ministre l'a très bien dit, mais c'est fondamental, cette période de la vie de nos enfants, évidemment, de 0,5 ans, de 0,8 ans aussi. C'est la période la plus importante dans leur développement et avec la réalité d'aujourd'hui, bien sûr, où nos enfants sont de plus en plus confiés à des services de garde, c'est fondamental que l'on puisse les accompagner et leur donner toutes les chances d'avoir le meilleur départ dans la vie, d'avoir le meilleur développement possible, le meilleur accompagnement possible. Alors, je pense qu'on va devoir toujours se référer à ces objectifs-là pour analyser chacun des articles de cette loi, qui est relativement courte, une trentaine d'articles, mais qui est, c'est pas sa longueur qui fait son importance, elle demeure très, très importante. Donc, ce projet de loi est très important. Et quand je parle de cohérence, c'est que je dois dire que dans les dernières années, nous jugeons que le gouvernement n'a pas fait preuve de cohérence en matière de services de garde en ce qu'il prônait parfois et ce qu'il appliquait d'autre part. On se rappelle que lors de la dernière campagne électorale, par exemple, le gouvernement avait dit qu'il n'augmenterait pas les tarifs de services de garde plus que l'indexation. Or, on a tous vu, bien sûr, la modulation qui est arrivée et qui a eu un impact majeur sur le terrain, dans les services de garde, avec tous les changements que ça a pu apporter de ce qui devenait plus intéressant pour certains parents dans certaines catégories versus d'autres catégories de revenus. Donc, c'est pas banal et c'est important de se rappeler qu'il y a eu ce bris d'engagement qui, aujourd'hui, a de très importantes conséquences. On a aussi vu le gouvernement donner énormément de permis pour des garderies privées non subventionnées. Alors, je regardais les chiffres ce matin et quand on regarde donc depuis 2014, donc depuis que le gouvernement est en place, donc son retour au pouvoir, on peut voir que alors que les CPE, les places de CPE se sont développées à un rythme d'environ 10 % d'augmentation, on a atteint près de 40 % d'augmentation pour les places en garderie non subventionnées, simplement pendant cette période longue depuis 2014. Et si, par ailleurs, on regarde l'ensemble de l'œuvre, donc depuis 2003, et que le gouvernement libéral a donc mis de l'avant sa vision des choses, c'est 2000 % d'augmentation des places de garderie en milieu donc privé non subventionné.
Donc, l'idée aujourd'hui, c'est simplement de dire qu'alors qu'on voit une très faible augmentation, voire une stagnation des places en centre de la petite enfance, on voit vraiment une explosion des places en garderie privée non subventionnées. Et je pense que c'est de nature à devoir soulever un questionnement parce qu'on sait à quel point le réseau des centres de la petite enfance, bien sûr, n'est pas le seul réseau. Bien sûr, il y a des services de qualité ailleurs, mais on sait à quel point c'est un réseau qui performe bien. Étude après étude, on le montre, c'est bien démontré. Et à quel point on a décidé au Québec que c'était quelque chose qui nous distinguait, qui était partie prenante de notre politique globale familiale et qui a fait ses preuves et qui a réjoui autant les parents soucieux de pouvoir obtenir des services de garde de qualité pour le développement, la réussite éducative de leurs enfants, que aussi pour pouvoir concilier famille-travail. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est bien sûr de dire que on doit avoir tous ces éléments en tête quand on apporte des changements à la loi et s'assurer que ça va se faire le mieux possible. Et je pense que, y compris les groupes qui représentaient les garderies privées non subventionnées, on nous a dit que ça s'était développé de manière anarchique, qu'il y avait beaucoup trop, à certains égards, dans certains endroits, de garderies privées non subventionnées parce qu'effectivement, les permis sont octroyés sans critères, sans analyse, et c'est quelque chose, je vais y venir un petit peu plus tard, auquel on souhaite remédier donc dans le cadre du projet de loi, mais le fait est que de l'aveu même des représentants des garderies privées non subventionnées, ça peut être très difficile de faire ces frais dans le contexte actuel, tellement il y a une explosion. Dans certains endroits, on nous disait, là, dans un quadrilatère, il peut y avoir 2, 3 garderies. Alors, évidemment, tout cela s'est fait de manière, je dirais, un peu anarchique, comme je le mentionnais, mais aussi de manière peut-être disproportionnée dans certains endroits par rapport aux besoins ou à la réalité du lieu. Donc ça, je pense que c'est autant d'éléments qu'il est important de rappeler quand on désire se pencher à nouveau sur la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance. Et si on veut aussi être cohérent dans notre volonté de marquer le coup, et comme je le souligne, le ministre souhaite le faire, et je pense que c'est une bonne chose, sur la réussite éducative, l'importance de cette période de la vie, il faut aussi reconnaître le rôle fondamental des éducatrices, de leur formation, du rôle qu'elles ont à jouer auprès de nos tout-petits, qui est la chose qu'on a la plus chère dans nos vies. Et c'est pour ça qu'on invite, bien sûr, dans le contexte actuel, le gouvernement et le ministre à négocier de bonne foi avec les éducatrices, et on a entendu les déclarations du ministre en début de semaine. Donc, on souhaite bien sûr que ces négociations-là puissent porter fruit et qu'elles puissent se faire de bonne foi, parce que c'est bien beau de mettre de l'avant ces objectifs et de dire à quel point c'est une tâche fondamentale et à quel point ce sont des services qui doivent être éducatifs. La réussite éducative est importante, la qualité est importante, mais évidemment, il faut être cohérent et se dire que donc les personnes, majoritairement bien sûr les femmes, les éducatrices qui offrent ces services-là, qui accompagnent au quotidien nos tout-petits, doivent être justement valorisées et justement reconnues. Alors, dans le contexte actuel, je pense que c'est important de s'en rappeler. Donc, nous allons travailler dans l'étude du projet de loi avec ce souci de cohérence et un souci constant pour que les bons gestes, les bons moyens soient mis de l'avant dans le projet de loi pour répondre aux objectifs très nobles qui sont affirmés dans le projet de loi. Donc, quelques remarques maintenant plus précisément sur certains éléments du projet de loi. Nous avons été éclairés par plusieurs groupes qui sont venus témoigner donc devant la commission la semaine dernière avec des mémoires très étoffées. D'ailleurs, je veux les remercier, tous groupes confondus, de la qualité de leurs interventions, ceux aussi qui nous ont écrit sans être entendus pendant nos travaux. Donc, c'est toujours important de pouvoir avoir le pouls du terrain, qu'importe le type de service de garde. Et on doit dire que la très grande majorité a souligné aussi que ce projet de loi était un pas dans la bonne direction, était quelque chose dont les objectifs étaient louables. Mais évidemment, comme toujours, il y a des divergences sur les meilleurs moyens à mettre de l'avant.
Alors, en ce qui nous concerne, bien entendu, pour ce qui est de l'objectif de réussite éducative, nous y adhérons pleinement, comme je pense l'entièreté des intervenants que nous avons entendus. Pour ce qui est du processus d'évaluation, parce que c'est une nouveauté dans le projet de loi, d'avoir vraiment un mécanisme d'évaluation de la qualité de la prestation, donc des services éducatifs. Jusqu'à ce jour, l'évaluation portait plutôt sur la conformité aux exigences, par exemple, pour obtenir son permis ou sa reconnaissance, donc souvent plus sur des aspects de sécurité. Là, on va vraiment vouloir regarder la qualité de la prestation du service éducatif. Donc, je pense que c'est très important. En même temps, on a entendu plusieurs groupes nous dire qu'ils avaient des questionnements à savoir quelle forme cela allait prendre, comment ils allaient être impliqués pour déterminer les critères d'évaluation, les processus d'évaluation, la fréquence de ces évaluations-là. Donc ça, c'est un élément, je pense, sur lequel on va devoir travailler et s'assurer que c'est les meilleurs mécanismes qui vont être mis de l'avant pour s'assurer du meilleur processus d'évaluation possible. Il y a maintenant donc des obligations donc nommément prévues en ce qui concerne donc d'assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants. Ça va être nommément inscrit et je pense que ça aussi c'est une avancée. Et on prévoit donc l'interdiction de certaines mesures préjudiciables pour les enfants, comme par exemple d'appliquer des mesures dégradantes ou abusives, du dénigrement, des punitions exagérées. Alors, je pense que tout le monde est pour le principe, encore une fois, mais on a entendu plusieurs groupes se questionner sur l'application, donc à savoir est-ce qu'on pourrait avoir des explications plus détaillées, un libellé peut-être plus détaillé pour que les prestataires de services de garde puissent être en mesure de vraiment savoir ce qui est attendu d'eux, donc d'avoir peut-être quelque chose de plus clair, de plus précis, d'autant plus que le projet de loi introduit des sanctions. Alors, des sanctions de montants qui peuvent être assez importants. Alors, c'est un principe bien connu en droit que vous devez savoir ce qui est attendu de vous en matière pénale pour pouvoir vous y conformer. Donc, je pense qu'il va y avoir un peu de travail à faire à cet égard-là pour s'assurer de répondre aux inquiétudes qui ont été manifestées par les différents groupes qui ont soulevé cette question-là. Pour ce qui est des garderies privées dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a des avancées parce qu'il va y avoir un encadrement plus important, puisque maintenant les garderies, pour pouvoir obtenir un permis, vont devoir prouver la faisabilité, la pertinence et la qualité de leur projet. Alors, ça, je pense qu'évidemment, on partait de rien, fait que c'est quelque chose qui est très clairement significatif. Encore une fois, il va falloir s'assurer que ça répond bien aux principaux problèmes qu'on a vécus jusqu'à ce jour. J'en parlais lors des auditions, je le mentionne à nouveau. On a vu récemment, je donne cet exemple-là, mais un reportage à l'émission La Facture, où un service de garde privé non subventionné a fermé du jour au lendemain pour cause de faillite. Et si on avait fouillé dans le passé de la personne donc qui a parti ce projet-là, on aurait vu qu'il y avait des faillites passées. On aurait aussi pu voir que le conjoint de cette personne-là qui siégeait sur le conseil d'administration avait des antécédents criminels. Donc, évidemment, c'est matière à inquiétude et c'est aussi matière à très grave désorganisation pour les familles qui sont touchées, qui du jour au lendemain se retrouvent devant des portes fermées et ne reçoivent pas d'accompagnement pour la suite des choses là, par le ministère à l'heure actuelle. Donc, c'est certain que nous, on va vouloir s'assurer parce que les nouveaux critères qui sont mis de l'avant vont faire en sorte, par exemple, que des situations comme celle-là vont être clairement impossibles dans l'avenir. Donc, on n'est pas tout à fait convaincu qu'avec le libellé actuel, ça préviendrait une telle forme de fermeture parce que on ne voit pas ce qui, dans ça, permet de vraiment analyser la capacité financière passée ou le passé de certaines personnes, autant en termes de sécurité, je dirais, que des aspects plus de faisabilité financière, bien que le mot soit là, il nous semble plus s'appliquer pour le futur. Donc, je le dis tout de suite au ministre, si des réponses peuvent être apportées à ces questionnements-là lors de l'étude détaillée, je pense que ça va être une avancée pour tout le monde. Évidemment, le ministre y a fait allusion, il y a aussi la question des garderies non régies.
Je ne sais pas si vous avez fait l'exercice autour de vous au cours des derniers jours. On a reçu plusieurs commentaires, puis je remercie les gens qui nous ont écrit. Moi, ça m'a amené à avoir des discussions avec des gens dans mon entourage, des gens dans ma circonscription, pour voir quelle était leur connaissance de l'existence de services de garde non régis. Pour peut-être votre bénéfice, Monsieur le Président, sans doute que vous savez tout ça, mais pour les gens qui nous écoutent, les services non régis, ce qui les distingue des services régis, c'est qu'ils n'ont aucun encadrement. Donc, ce sont des services de garde en milieu familial qui n'ont aucun encadrement. Et bien sûr, on sait qu'il y a d'excellents services de garde qui peuvent être non régis. Je connais des gens qui ont fréquenté des services non régis qui étaient de très grande qualité et d'autres où la qualité pouvait laisser à désirer. Mais j'ai fait une petite enquête et les gens sont beaucoup dans l'ignorance, à savoir que ces services-là, effectivement, ne sont aucunement encadrés et que souvent, le fait que des reçus d'impôts puissent être donnés, donc les déductions fiscales s'appliquent, fait en sorte que pour plusieurs, cela est en quelque sorte garant d'un certain contrôle de qualité par l'État, ce qui n'est pas le cas à l'heure où on se parle. Donc, je pense que c'est juste important de garder ça à l'esprit quand on aborde cette question-là, de se dire quelle est la perception des gens, la liberté de choix dont on parle souvent, jusqu'où ce choix-là est éclairé, jusqu'où cette connaissance-là, elle est réelle, parce que si vous parlez dans vos entourages, plusieurs pensent qu'il y a un minimum de vérifications qui sont faites par rapport à ça, notamment la question des antécédents judiciaires. Moi, beaucoup de gens étaient surpris que les antécédents judiciaires n'étaient même pas vérifiés. Donc, je pense que là, il y a un enjeu, puis si on se préoccupe de sécurité, c'est certain. Donc, nous, je pense que notre devoir, c'est de s'assurer que les objectifs qui sont mis de l'avant, notamment au chapitre de la sécurité, soient accompagnés des meilleurs moyens pour qu'on puisse vraiment atteindre et remplir ces objectifs-là, et que les personnes qui offrent des services non régis et qui, on le sait, pour plusieurs, offrent d'excellents services, puissent continuer à œuvrer auprès des enfants et tout en étant accompagnés le mieux possible pour un maximum de qualité de service et un maximum de sécurité dans leur service. Par ailleurs, peut-être un petit mot sur le guichet unique. Je dois vous dire que je suis vraiment en réflexion sur toute cette question du guichet unique parce qu'il y a eu, encore une fois, beaucoup de préoccupations qui nous ont été soulevées par les groupes qui sont venus nous rencontrer, à savoir est-ce qu'il doit être obligatoire, est-ce qu'il doit être facultatif. On pense notamment aux personnes qui ont un service de garde en milieu familial. La question de leur autonomie, qu'elles sont des travailleuses autonomes, est ressortie beaucoup. Donc, comment on est capable d'arrimer, je vous dirais, cette question du guichet unique en respectant l'autonomie des travailleuses. Et aussi, qu'arrive-t-il donc pour les services privés non subventionnés? Est-ce qu'ils doivent être astreints donc à la même obligation du guichet unique? Alors, pour nous, il nous reste certains questionnements et certaines préoccupations. Je pense que c'est aussi important que les gens malgré l'existence ou grâce à l'existence de ce guichet unique-là, puissent avoir un accès facilité. Bien sûr, on pense aux parents pour leur service de garde, mais en même temps qu'ils puissent continuer à voir les différences ou les catégories. Donc, on va avoir un certain nombre de questions par rapport à ça. Même chose pour le comité consultatif qui va avoir pour rôle de déterminer donc l'octroi, faire des recommandations pour l'octroi des places et le développement harmonieux des services de garde. Je pense qu'il va falloir s'assurer de la meilleure composition possible. J'ai déjà entendu le ministre faire part de certains éléments lors des consultations. Je pense qu'on va avoir un certain travail à faire pour s'assurer que ça reflète vraiment ce que l'on veut et que les meilleures personnes possibles pour faire le meilleur travail de recommandation possible y soient présentes. Donc, en terminant, Monsieur le Président, nous aurons bien sûr beaucoup de travail à faire lors de l'étude détaillée. On a un certain nombre de questions et de précisions à obtenir. J'en ai fait un bref survol non exhaustif dans les dernières minutes et on va avoir sûrement certains changements à proposer, mais comme nous l'avons dit d'entrée de jeu aujourd'hui et d'entrée de jeu lors du début des consultations la semaine dernière, nous adhérons
comme la très grande majorité des groupes que nous avons entendus, aux objectifs du projet de loi qui sont très louables. Nous allons vouloir nous assurer de la cohérence des moyens mis de l'avant pour remplir ces objectifs-là. Et donc, dans cette optique, pour l'instant, nous allons bien sûr voter en faveur de l'adoption de principe du projet de loi 143. Bon, merci, Mme